Bonjour, aujourd'hui, mesurer l'impact. Mesurer l'impact, pourquoi? Parce que lorsque l'on planifie, il faut encore voir si la planification, si ce qu'on a projeté a un impact positif, va dans le sens de l'objectif qu'on s'est fixé. Pour cela, il faut mesurer. Pour mesurer, il faut un certain nombre d'indicateurs. C'est ce que nous allons voir dans notre vidéo aujourd'hui. Les bases du monitoring, quand on veut comprendre, regarder comment les choses se passent dans la ville, il faut un point de départ. Il faut une donnée de base. Il faut savoir, au temps zéro, quelle était la donnée. Puis ensuite, on peut comme ça voir son évolution. Mais nous sommes obligés d'avoir un point de départ. Il faut bien sûr des données importantes. Lorsqu'on veut mesurer l'impact, il ne s'agit pas d'avoir 2-3 données et c'est tout. Il faut un arsenal de données et ces données doivent être mises à jour. Là aussi, rien ne sert d'avoir des données au point de départ si ensuite on n'est pas capable, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens de les mettre à jour au quotidien. Le monitoring, l'évaluation, sert à évaluer les objectifs que l'on s'est fixés. Ce n'est pas de la connaissance pour la connaissance. Ce que l'on veut savoir, c'est si les objectifs que l'on s'est fixés ont été atteints ou non. Et ensuite, une fois qu'on a pu voir les objectifs, évaluer si on a atteint nos objectifs ou pas, le monitoring doit être une aide à la décision. Donc c'est un cercle comme ça, où on va petit à petit comprendre ce qui se passe, voir si on a atteint les objectifs, et faire une boucle de rétroaction pour redéfinir ensuite les futurs objectifs. Donc ça aide aussi à la décision. Mesurer l'impact de notre planification doit aider aux décisions futures sur cette même planification. Alors, comme nous l'avons déjà vu, pour mesurer un impact, mesurer justement, pour avoir une mesure, il faut un indicateur. Un indicateur, ça peut être un chiffre, un pourcentage, mais c'est un élément de connaissance d'une thématique. Qu'est-ce qu'un indicateur? Un indicateur, ça peut être une mesure qui fait la synthèse d'informations sur une thématique, ou alors qui peut faire ressortir des problèmes précis. Mais un indicateur, ça peut également être une variable comme simplification d'informations. Et là, on peut faire ressortir également un certain nombre de phénomènes. L'indicateur peut également être un modèle. Un modèle, c'est une simplification d'un sujet spécifique, en principe complexe. Donc on essaie de modéliser, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre compréhensible par Monsieur Tout-le-Monde des phénomènes qui sont relativement complexes. Le rôle de ces indicateurs, c'est de permettre l'évaluation. Alors c'est à la fois d'un point de vue diagnostique, ça permet de donner une situation actuelle d'une ville, et ça permet aussi d'évaluer l'impact. Donc on est à la fois sur le diagnostic et sur l'impact. Deux choses différentes. Si on prend le taux de criminalité, c'est un impact. Si je prends le nombre de mètres carrés de zones industrielles, ce n'est pas un impact, on est sur du diagnostic. Donc, il y a deux types de mesures, deux types d'indicateurs, plutôt diagnostic, plutôt impact, avec une zone de recouvrement au milieu, bien entendu, certains pouvant être mis dans les deux catégories. Dans le temps, les indicateurs sont passés de données exclusivement économiques, c'est les premières données qu'on avait sur les villes, à des données plus sociales et environnementales. Mais également, on est passé de données quantitatives à des données aujourd'hui également plus qualitatives. Donc les indicateurs peuvent prendre des formes différentes. Ça peut être des données brutes, le prix du pain, le prix de l'électricité, des ratios, le rapport notamment entre le nombre de mètres linéaires de route et le nombre d'habitants d'une ville, qui nous donne comme ça une idée du taux de viabilisation, du taux de voirie, de recouvrement par la voirie de la ville, en fonction du nombre d'habitants, bien sûr. Et on peut être également sur des pourcentages. On parlait du taux de criminalité, ça peut être celui qu'on utilise le plus souvent, c'est les pourcentages qui est le taux de croissance urbaine. Voilà, il y a d'autres
type, on ne va pas tous les prendre aujourd'hui, mais simplement ayez ça en tête, des ratios, des pourcentages ou des données brutes. Exemple d'indicateurs urbains, les infrastructures, les mètres linéaires, la construction d'infrastructures, les logements, le nombre de logements construits, et parcs et jardins, pour prendre un cas un petit peu extrême pour nos villes africaines, mais on pourrait imaginer un indicateur qui soit la superficie du parc et jardin dans les villes. L'impact, par contre, c'est bien sûr les pourcents, criminalité, tout ce qui est de la santé, de la population dans sa structure même, et des questions qui pourraient être, par exemple, qualité de l'air. Voilà. Il y en existe des centaines, des centaines et des centaines. Là également, il y en existe un nombre considérable. Le but est juste de montrer 2-3 indicateurs pour bien comprendre la différence entre ces indicateurs qui sont du domaine de la planification et ceux qui sont du domaine des impacts. Les impacts, on peut avoir diverses thématiques, surtout, on est surtout sur des questions sociales et environnementales. La mesure, il faut bien comprendre en effet ce qu'on mesure. On peut mesurer l'ampleur d'une politique publique, par exemple. Ça fait partie des possibilités de mesure que l'on a. On doit avoir, pour mesurer un impact, un objectif clair qui nous permet de voir si on atteint ou non cet objectif, et un topo sur la situation actuelle. Si vous voulez mesurer un objectif, ça ne sert à rien si vous n'avez pas la situation actuelle. Si je reprends la thématique, on pourrait parler transport notamment. On pourrait avoir le nombre de stations de métro et puis à 500 mètres de diamètre. Et puis on sait que l'objectif, ce serait que 50% de la population vive dans un périmètre à moins de 500 mètres d'une station de métro. La situation actuelle, elle est qu'on est sur peut-être 12%. Donc on voit le gap énorme, 12% pour arriver à notre 50 d'objectif. Et puis on peut donc du coup mesurer au fur et à mesure où on en est, année après année. On a en 1, en 2, en 3, et puis comme ça, on va être à 12, peut-être 16%, peut-être 20%, et puis on verra que cet objectif de 50 est peut-être beaucoup trop élevé. Donc du coup, on reverra l'objectif ensuite à la baisse, on le tracera et on dira c'est 45. On fait le même cheminement, on se retrouve de nouveau à évaluer l'objectif et on fait une boucle comme ça pour voir si l'objectif que l'on s'est fixé est possiblement atteignable ou non. Exemple de thématique, l'urbanisation. Donc on peut être sur des questions relativement simples et évidentes de mètres carrés par habitant, de grandeur de parcelles par habitant, de surface utilisée, mais on peut essayer de dire que l'on veut un ratio le plus grand possible d'adduction en eau par habitant. Donc on sait par exemple que 10% de la population a accès directement à un robinet d'eau et un objectif serait d'atteindre dans les 10 ans 20% à la place de 10. Donc voilà, ça c'est des choses toutes simples que l'on peut mettre en place relativement facilement. Ça demande tout de même qu'on ait la donnée de base, le 10% de base, la situation actuelle, et ça laisse aussi à supposer que l'on va mesurer année après année ou tous les 2-3 ans la situation telle qu'elle est, pour mettre en regard du premier chiffre que l'on avait. Donc ça ne sert à rien d'avoir juste la situation de base si ensuite on ne fait pas le monitoring du projet et que les données n'entrent pas au fur et à mesure, on ne peut pas savoir où on en est. Et faire une évaluation d'un plan si je n'ai pas rétrospectivement les données de base lorsque j'ai fait le plan à l'origine, ça ne me sert strictement à rien. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, ça fonctionne pas, mais on ne sait pas si les objectifs ont été mis en place ou non. Et ça, dans les villes africaines, c'est un gros travail qui reste à faire. Non seulement on a des problèmes de mise en place des plans d'urbanisme, mais en plus, on est incapable aujourd'hui de mesurer l'impact de ce qu'on planifie. Et ça, c'est un champ qui reste totalement ouvert, puisque personne actuellement n'a pris ça véritablement au sérieux. Alors bien sûr, il existe plein de départements, plein de ministères où on a ces choses-là qui sont
faite ou en train de se faire, mais l'impact véritable du plan d'urbanisme, on a encore du mal à trouver un exemple qui soit satisfaisant. Qui utilise quoi? On a une liste d'acteurs ici, une liste d'indicateurs, et certains acteurs ont besoin d'un certain nombre d'indicateurs, d'autres n'en ont absolument pas besoin. Prenons 2 exemples. Si je suis urbaniste planificateur, le nombre d'habitants est un indicateur pertinent pour moi puisque je dois planifier la ville. Le taux d'urbanisation est un nombre aussi important pour moi. Si je suis dans le secteur privé, sur des questions indépendantes du nombre d'habitants dans la ville, peut-être ce n'est pas cet indicateur-là dont j'aurai besoin. Si je suis une ONG, si je suis une agence internationale, si je suis le maire de la ville ou un ministre de l'urbanisme, mes objectifs ne sont pas les mêmes. Donc pour chacun des objectifs, on aura des indicateurs différents. Et donc pour chacun des acteurs, on aura des indicateurs différents. Donc il faut savoir encore, une fois que j'ai mes indicateurs, à qui ils servent et dans quelles conditions et dans quel contexte. Comment sélectionner les indicateurs? Alors un indicateur, comment doit-il être? Il doit être complet. Il doit fournir une vue d'ensemble générale. Ce n'est pas partiel, il doit être complet sur l'ensemble de la ville. Un indicateur, il doit aussi être mesurable. C'est important car il faut savoir d'où on vient et où on va. L'indicateur doit être compréhensible. S'il est compréhensible que par une petite minorité de spécialistes, il ne sert à rien. Il doit être compréhensible par tout le monde. L'indicateur doit prendre en compte les pauvres. Évidemment, ils sont majoritaires dans les villes. Si l'ensemble de vos indicateurs ne font pas l'état des lieux de la situation et donc que les pauvres ici n'apparaissent pas, c'est que vos indicateurs n'ont pas été choisis de manière pertinente. Puis ensuite, ils doivent être indépendants. Ils ne doivent pas amener des biais dans la réflexion, ils ne doivent pas être au service de telle ou telle idéologie, mais bien être indépendants. Et enfin, ils doivent être disponibles, évidemment, car un indicateur qui n'est pas disponible à tout le monde, aux acteurs qui en auraient besoin, ne sert strictement à rien. Voilà, quelques mots. N'oubliez pas que si vous voulez mesurer, il faut avoir des indicateurs. Pour avoir des indicateurs, il faut pouvoir avoir une situation de départ et une situation d'arrivée, ce qui permet d'avoir une mesure entre les deux. Et pour cela, ça demande de mettre en place des données. Ces données coûtent en ressources humaines, coûtent en argent, et c'est bien souvent là que le problème arrive, c'est que nous n'avons pas forcément les moyens de faire ce monitoring urbain qui permet de savoir si la planification a été bien faite ou pas. Donc il faut plutôt partir sur des systèmes relativement simples dans un premier temps, avec peu d'indicateurs, les laisser tourner, voir si ça fonctionne, voir si ils nous sont d'une utilité dans la prise de décision, si on arrive à mesurer objectivement ce qu'on avait mis en place, et si tel est le cas, on peut complexifier par la suite. Mais ne partez jamais avec quelque chose de trop complexe au début, car vous n'arriverez pas à mettre à jour l'ensemble de vos indicateurs. Voilà, nous nous arrêtons là. Nous avons vu maintenant comment planifier, comment mesurer notre planification. Nous sommes prêts.